Alors, on va résoudre un exercice d'électromagnétisme dans les milieux matériels. Donc, il s'agit de la propagation d'une onde plane électromagnétique dans une ferrite. Donc, une ferrite est un milieu magnétique neutre et non conducteur caractérisé par les relations suivantes, valables pour une onde plane. Donc, on a une relation linéaire entre le vecteur diélectrique et le champ électrique via la perméabilité epsilon. Donc, D vectoriellement est égal à epsilon E. On a une relation vectorielle entre le champ induction magnétique B et le champ magnétique H via le tenseur de perméabilité magnétique mu, qui est en fait une matrice 3-3 suivant les trois directions d'espace. Il y a donc anisotropie magnétique. Donc le tenseur mu se met sous la forme, donc en vecteur colonne mu, I alpha 0, moins I alpha mu 0 et 0, 0 mu Z où epsilon, alpha, mu et mu-z sont des grandeurs que l'on considérera positives. La dépendance en temps est de la forme exponentielle, donc moins i oméga t. Donc c'est important de savoir si un plus i ou un moins i quand on dérive les équations de Maxwell, pour ne pas se planter dans les signes. Le milieu est considéré infini dans les directions x et y, y compris entre z égale 0 et z égale plus l. Donc on nous demande, les grandeurs epsilon, alpha, mu et mu-z dépendent-elles de la pulsation oméga? On nous demande d'écrire les équations de Maxwell, donc relatives à une onde plane, donc de pulsation oméga et de vecteur d'onde k, et d'établir la relation donc vectorielle suivante qui lie la pulsation, l'induction magnétique, donc le scalaire k qui est le module du vecteur d'onde, le champ magnétique H. Autrement dit, epsilon, donc permittivité du vide, le carré de la pulsation dans ce milieu-là multiplié par le champ induction magnétique est égal à k au carré, donc le carré du vecteur d'onde, multiplié donc au linéaire au champ magnétique, moins k scalaire h, donc produit scalaire entre le vecteur d'onde et le vecteur champ magnétique, suivant la direction du vecteur d'onde k. On suppose à partir de maintenant que le vecteur d'onde est parallèle à OZ. On nous demande de déterminer les vitesses et les polarisations des ondes pouvant se propager dans la ferrite. Ensuite, le champ électrique E à l'entrée du milieu en Z égale 0 est donné par E de Z égale 0 est égal à EI X chapeau, où X chapeau est le vecteur unitaire de l'axe X. On nous demande de déterminer le champ électrique dans le plan Z égale L. Enfin, expliquer pourquoi la ferrite est un milieu gyrotrope. Je pense que vous avez cherché, vous avez mis pause. Et donc, on va voir maintenant la correction. Alors, la première question, ben oui, effectivement, ces grandeurs dépendent, ces grandeurs dépendent de la pulsation oméga, ben, voir le cours en fait, que, notamment la vidéo que j'ai faite sur la polarisation des ondes, sur en fait les milieux matériels. Alors, pour le petit b, ben, en fait, on va simplement donc réécrire les équations de Maxwell relatives à une onde plane. Donc, je vous rappelle qu'on a la divergence du champ induction magnétique qui est nulle. Donc, de même que la divergence du vecteur diélectrique D est égale à 0, comme D est égal à epsilon E, on a également la divergence du champ électrique qui est nulle. Donc, en fait, ces deux équations de Maxwell sont équivalentes. Une est relative plus au milieu et l'autre est plus relative aux ondes planes dans le vide. On a également donc le rotationnel de B qui est égal à mu0j, mais ici il n'y a pas de courant surface, il n'y a pas de courant dans la ferrite, donc J est considéré égal au vecteur nul, plus 1 sur le carré de la célérité de la lumière, la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps. Cette équation est équivalente à l'équation de Maxwell, rotationnel de H est égal à la dérivée partielle de D sur dt, puisque le champ magnétique H est égal au champ d'induction magnétique B divisé par mu0, qui est la perméabilité magnétique du vide, moins un vecteur d'aimantation. Ici, on ne considère pas l'aimantation dans la ferrite. On a également effectivement l'induction, l'équation de Maxwell qui lie le champ, les variations spatiales du champ électrique aux variations temporelles de l'induction magnétique, donc rotationnel de E égale moins dB sur dt. Donc on va traduire vectoriellement ces relations entre opérateurs qui agissent, ce sont des opérateurs vectoriels, que ce soit le rotationnel, la divergence, qui agissent sur nos champs, nos vecteurs. On sait que pour une onde plane, voir toutes les vidéos que j'ai fait notamment précédemment, on sait que le rotationnel de B, si K est le vecteur d'onde, mais en fait ça se traduit comme le produit vectoriel entre le vecteur d'onde et le champ induction magnétique B, donc c'est égal à K vectoriel B. On nous a dit qu'on a des ondes en moins i oméga, donc quand on dérive
par rapport au temps, l'exponentielle, il nous sort du moins i oméga. Il manque un carré ici, voilà. Donc à chaque fois que je fais une vidéo. Donc c'est moins oméga carré sur c carré, puisqu'on le dérive. Ah non, attendez, on le dérive pas une fois. Non, on le dérive une fois. Il sort du moins oméga sur c, d'accord. Oméga en partie réelle. Bon, ok. Ensuite, la relation de Maxwell, donc qui lie les variations spatiales du champ magnétique à travers donc le rotationnel du champ magnétique H, qui est égal à la variation aux variations temporelles donc du vecteur diélectrique D qui est égal à qui est collinéaire au champ électrique. Bien, on le traduit donc vectoriellement. Rotationnel de H, c'est le produit vectoriel entre le vecteur de l'onde K et notre champ magnétique H. On est pour une onde plane. D'accord. Et donc ça, effectivement, si on dérive partiellement D par rapport au temps, il nous sort du moins I oméga, du moins oméga D. Les relations div de B égale 0, div de D égale 0, div de E égale 0 se traduisent vectoriellement par l'orthogonalité entre les champs respectifs et le vecteur d'onde. Autrement dit, ik scalaire B égale 0, ik scalaire D égale 0, ik scalaire E égale 0. On a des champs transverses. Pourquoi? Parce que orthogonaux à la direction de propagation. Voilà. Alors, on nous demande de démontrer la relation epsilon oméga carré B est égal à k carré fois le vecteur champ magnétique H moins le produit scalaire entre le vecteur d'onde, le champ magnétique H porté par le vecteur d'onde K. Bon, c'est un peu pas très cool dans le sens où généralement la relation vectorielle dans les sujets d'examen, de partiel, de concours, que vous soyez en SP, en licence 3, en master 1 ou vous passiez les concours, généralement on les donne. Bon, voilà. C'était un exercice un petit peu corsé, un peu difficile, peut-être niveau Polytechnique, ENS. Bon. Et donc, on vous donne pas la relation vectorielle, vous êtes censé la connaître. Bon, moi je la connais pas par cœur. Donc en fait, pour pouvoir démontrer cette égalité, ben, il faut utiliser la relation vectorielle. Autrement dit, si on considère UV, trois vecteurs, de l'espace dans R3, ben, le produit vectoriel, donc U vectoriel V vectoriel W, en fait, c'est égal au produit scalaire de U par V porté par le vecteur U par W porté par le vecteur V, moins le produit scalaire de U par V porté par le vecteur W. Ok. Donc, il faut simplement utiliser, substituer U, V, W par en fait le vecteur K. Si on prend pour le vecteur U le vecteur d'onde K, pour le vecteur V le vecteur champ magnétique H, et pour le vecteur W, ben, on reprend le vecteur d'onde K, bien cette relation d'analyse vectorielle va donc s'écrire K carré H moins le produit scalaire du vecteur d'onde par le champ magnétique porté par le vecteur d'onde est égal effectivement au double produit vectoriel entre le vecteur d'onde, le vecteur champ magnétique H et le vecteur d'onde. Ok. Donc, on a que le produit vectoriel donc du vecteur d'onde par le champ magnétique, c'est moins la pulsation oméga portée par le vecteur diélectrique, et que le produit vectoriel entre le vecteur d'onde K et le champ électrique E est égal au produit, enfin est égal au champ d'induction magnétique B à un coefficient proportionnel à la pulsation de l'onde oméga. Donc on utilise la formule que l'on vient juste d'établir. Si vous ne l'avez pas établi, vous écrivez sur l'énoncé je considère le résultat comme acquis et vous continuez. Donc on a que K carré, donc carré du vecteur d'onde porté par le vecteur champ magnétique, moins le produit scalaire entre le vecteur d'onde et le champ magnétique porté par le vecteur d'onde K, est égal donc au produit vectoriel entre le vecteur d'onde et donc E, mais E c'est oméga D. Oméga, c'est une pulsation, donc c'est un scalaire, on le sort du produit vectoriel, et c'est donc égal donc au scalaire qui représente la pulsation de l'onde oméga par le produit vectoriel du champ du vecteur d'onde K et du vecteur diélectrique D. Okay, mais le vecteur diélectrique D, ce n'est rien d'autre que il est collinéaire au champ électrique via la permittivité du vide epsilon, et donc on peut le réécrire oméga K vectoriel epsilon E champ électrique. Epsilon est un scalaire, on le sort du produit vectoriel, donc c'est epsilon oméga multiplié par le produit vectoriel entre le vecteur d'onde et le champ électrique, et donc on obtient, puisque K vectoriel c'est le champ d'induction magnétique, que c'est égal à epsilon oméga carré par l'induction magnétique B. Alors, pour la question C,
Donc on suppose effectivement à partir de maintenant que le vecteur d'onde k de l'onde est parallèle donc à OZ. Donc k il s'écrit sous la forme kz z chapeau, où z chapeau c'est le vecteur unitaire dans la direction z. Donc on nous demande de déterminer les vitesses et les polarisations des ondes pouvant se propager dans la ferrite. Donc on traduit l'énoncé. Donc le vecteur d'onde k est égal à k, donc son module porté par le vecteur unitaire de l'axe z. Donc on va substituer dans notre relation, notre formule vectorielle qui a été démontrée précédemment. Donc on a k carré, le module du vecteur d'onde au carré porté par le champ magnétique H, moins le produit scalaire du vecteur d'onde K porté par le champ magnétique, produit scalaire entre le vecteur d'onde K et le champ magnétique H porté par le vecteur K va être égal donc à K carré H, et on substitue donc K scalaire H, en fait ça va nous donner simplement la composante en projection suivant l'axe Z du champ magnétique H. Autrement dit, HX et HY n'interviendront pas. Bien. Eh bien, on va maintenant donc substituer ce que l'on a trouvé en utilisant l'égalité. En fait, cette relation vectorielle, on vient de voir que c'est égal au produit de la permittivité du vide, la permittivité, pardon, du milieu. C'est pas epsilon 0, c'est epsilon. Multiplié par le carré de la pulsation du champ, porté par le vecteur induction magnétique B. Ok. B, c'est l'induction magnétique, à pas confondre avec le champ magnétique H. H, c'est réellement le champ magnétique, en fait. Donc on a oméga, là on a une relation vectorielle qu'il va falloir projeter algébriquement suivant nos trois axes d'espace. Donc la relation vectorielle devient donc le carré de la pulsation de l'onde multiplié par la permittivité du milieu de la ferrite, porté par le vecteur champ induction magnétique B, est donc égal au carré du vecteur de l'onde fois donc la différence entre le vecteur champ magnétique H et sa composante en fait vectorielle suivant Z. Donc on fait donc on va projeter suivant les trois axes, donc on va projeter suivant EX, donc on va faire le produit scalaire à gauche par le vecteur EX, produit scalaire à gauche à droite par le vecteur EX, EZ scalaire EX c'est égal à 0, il va nous rester simplement du K carré H scalaire EX, autrement dit c'est HX, parce que H scalaire EX c'est la composante suivant X de H, et B scalaire EX, bah, ça va être BX algébriquement. Ok, je mets une petite barre au-dessus pour dire que c'est vraiment une composante algébrique. À ce stade-là des calculs, on ne peut pas présupposer que B est positif ou négatif suivant l'axe. De même, pour avoir la projection suivant l'axe des Y, on va faire le produit scalaire à gauche par EY, EY étant le vecteur unitaire porté par l'axe des Y. Donc B scalaire EY, c'est BY algébriquement, donc BY bar. C'est pas le complexe conjugué, hein, vous l'avez compris, c'est la valeur algébrique du champ magnétique porté suivant l'axe des Y, d'accord. Et de même à droite, hein, puisque EX, EY, EZ est forme un triangle E direct, produit scalaire de EZ par EY, c'est égal à 0, il va nous rester du K carré fois le produit scalaire du vecteur champ magnétique H par EY. H scalaire EY, on peut l'écrire que c'est H indice Y, autrement dit la composante Y du champ magnétique H. Maintenant, si on projette suivant Z, pardon, donc B scalaire Z, ça va être BZ algébrique, et si on projette suivant Z, on va avoir du H scalaire EZ, ça va être HZ EZ moins HZ, EZ scalaire EZ moins HZ. Donc on va avoir HZ moins HZ. J'espère que vous avez suivi. C'est pas dur, hein, si vous projetez scalairement H suivant Z, vous obtenez ce terme-là. Donc en fait, c'est égal à 0. Alors, maintenant, pour pouvoir remonter effectivement aux composantes de l'induction magnétique B, on a donc la relation vectorielle entre le vecteur induction magnétique B et le vecteur champ magnétique H. Donc l'induction magnétique, donc vectoriellement, donc B est proportionnelle au champ magnétique H via la constante qui est la permittivité du magnétique, ici du diélectrique. Alors ici, dans l'exercice, cette permittivité,
on a une anisotropie magnétique, donc l'espace il est anisotrope du point de vue magnétique, et donc il va y avoir des directions qui sont à privilégier, et d'autres qui sont plus négligeables, et on nous donne le tenseur, donc le petit mur avec une flèche au-dessus, c'est pour dire que c'est un tenseur. Ce tenseur est représenté par une matrice 3-3, suivant l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z, d'accord. Et donc, si on veut avoir la perméabilité, par exemple, magnétique portée par l'axe entre les X et les Y, eh bien, on prendra donc la colonne des Y, la colonne des X, ça sera moins I alpha. Voilà, ça se lit comme ça. Donc le tenseur, le tenseur qui représente en fait la perméabilité magnétique du milieu de la ferrite, qui est un milieu donc anisotrope du point de vue magnétique, serait sous la forme mu, I alpha 0, moins I alpha, mu 0 et 0, 0, mu Z. Donc on va projeter, on va utiliser cette relation vectorielle, et on utilise également les relations que l'on a obtenues précédemment entre les valeurs algébriques de l'induction magnétique et les valeurs donc algébriques du champ magnétique. Donc je vous laisse simplement opérer donc l'opération vectorielle. Donc on va faire, si on veut avoir Bx, on va faire mu, donc cette colonne, multiplié par Hx, d'accord, multiplié par le vecteur H. Donc le vecteur Hx est égal à oméga 2 sur K2 epsilon By, bon, etc. Je vous laisse faire un calcul, c'est un calcul élémentaire matriciel, et on obtient, on en déduit, que la composante suivante X du champ magnétique de l'induction magnétique B est égale au produit donc de la permittivité magnétique mu multiplié par la composante suivante X du champ magnétique. On est en complexe, ici c'est des valeurs algébriques, mais des valeurs algébriques complexes, moins I fois alpha HY plus 0 fois HY. On va avoir que la composante suivant Y du vecteur induction magnétique va être égale à I alpha, la composante suivant X du champ magnétique H, plus mu fois la composante suivant Y du champ magnétique H, plus 0 fois la composante en Z du champ magnétique H. Et également, la composante en Z de l'induction magnétique va être égale à 0 fois la composante suivant l'axe des X du champ magnétique, plus 0 fois la composante suivant l'axe des Y du champ magnétique, plus mu Z, fois la composante du champ magnétique mu Z. Donc on a utilisé donc notre tenseur et la relation vectorielle précédente. Donc on va réarranger les termes de manière à obtenir les relations demandées dans l'énoncé. Donc ceci peut s'arranger de la manière suivante. On fait passer à gauche le champ magnétique, on utilise les valeurs de B qui ont été trouvées précédemment, et on a que le carré de la pulsation oméga multiplié par la permittivité du milieu, facteur de mu fois la composante suivant X du champ magnétique, moins I alpha la composante suivant Y du champ magnétique, doit être égal, dans le milieu de la ferrite, au produit donc du carré du module de l'onde par la composante en X du champ magnétique. On doit avoir également donc une relation qui est symétrique. Il y a une erreur là, j'ai confondu les X et les Y. Bon. Donc on doit avoir oméga carré epsilon, facteur de I alpha hx plus mu hy est égal à k carré hy. Et finalement, on doit avoir que oméga carré epsilon mu z hz égale 0. On en déduit donc automatiquement que les équations conduites, le jeu d'équations conduit à nous dire que la composante suivant z du champ magnétique dans la ferrite doit être nulle. Les deux équations précédentes peuvent s'écrire sous la forme, donc on a sous la forme d'un scalaire facteur donc de la composante en X du champ magnétique. Ce scalaire, c'est le carré de la pulsation de l'onde multiplié par la permittivité du milieu, multiplié par la perméabilité du milieu, permittivité du diélectrique, perméabilité magnétique, moins le carré du vecteur de l'onde en module fois hx est égal à i, le complexe imaginaire i, puisqu'on est en notation complexe, fois alpha, alpha étant déterminé, étant une caractéristique propre de notre tenseur diélectrique et de notre tenseur de la perméabilité, ok? Après, ce sont des grandeurs qui peuvent se déterminer expérimentalement en fonction des types de ferrites. Voilà.
Et c'est la modélisation qui conduit à la propagation des ondes dans ce milieu matériel. Ok, donc on a exactement la deuxième relation. Donc moins I alpha oméga carré epsilon fois hx. On en déduit, on peut tout diviser par, on a du oméga carré ici, on divise tout par oméga carré epsilon à droite et à gauche, et on obtient donc les relations sous la forme suivante. On a donc une proportionnalité, on va dire, plus ou moins entre la composante suivant x du champ magnétique et sa composante suivant y, via un facteur qui est I alpha divisé par mu, donc la perméabilité magnétique du milieu, alors en absolu, moins le carré du vecteur d'onde sur oméga carré epsilon. Bon, à ce stade-là, on peut pas vraiment conclure, dire lorsque oméga est très grand, qu'est-ce qui se passe, lorsque alpha vaut 1, bon voilà, alpha il intervient en fait dans notre matrice, et en fait il permet de déterminer la perméabilité magnétique suivant xy, suivant yx, donc c'est un milieu, on a une symétrie, hein, c'est un tenseur qui est symétrique, donc qui est donc de nature symétrique, et on va avoir donc mu moins k carré et oméga carré epsilon facteur donc fois la composante en y du champ magnétique est égale à moins i alpha, la composante en x du champ magnétique. Donc on a donc finalement on a déterminé notre tenseur, hein, puisque on sait que notre ferrite a ce type de tenseur, mais alpha était une inconnue. Alpha est une inconnue puisqu'on détermine donc que plus alpha il va s'exprimer en fonction de la perméabilité du magnétique du milieu, en fonction du vecteur d'onde, du module carré du vecteur d'onde, et de la pulsation oméga de notre onde. Finalement, on peut jouer sur oméga, ok, puisque epsilon et mu sont des paramètres du milieu, et k c'est le vecteur de l'onde, donc également. Donc finalement, on a donc cette relation, on a déterminé la relation on va dire constitutif du milieu de la ferrite, mu moins k carré sur oméga carré epsilon doit être égal à plus ou moins alpha. De là, on en déduit la vitesse de phase de l'onde dans notre ferrite. La vitesse de phase, je vous le rappelle, c'est par définition le rapport entre la pulsation oméga de l'onde et le module du vecteur de l'onde. Oméga sur k, donc ici, il va être égal à 1 sur racine de epsilon, facteur de mu plus ou moins alpha. Autrement dit, la vitesse de phase dans notre milieu sera égale à 1 sur racine de epsilon, facteur de mu plus ou moins alpha. Alors je vous ai rappelé en rouge les relations constitutives à connaître par cœur dans les milieux matériels. Donc si on considère petit n l'indice de réfraction d'un milieu, la vitesse de phase, donc on considère bien évidemment une onde électromagnétique, hein, comme la lumière qui se propage. La vitesse de phase est égale à la célérité de l'onde divisée par l'indice de réfraction. La permittivité du milieu, ça va être epsilon r multiplié par donc la permittivité relative du milieu multiplié par epsilon 0, la permittivité du vide. Et la perméabilité du milieu mu va être le produit de mu r, donc la perméabilité relative du milieu, multiplié par la perméabilité magnétique du vide. Donc je vous rappelle, donc on va avoir alpha qui va être égal au produit de mu 0 par alpha r. Et on a effectivement la relation constitutive qui permet de déterminer la vitesse de la lumière et qui lie la vitesse de la lumière à la perméabilité magnétique du vide et à la permittivité du vide via epsilon 0 mu 0 c carré égale 1. Donc ça, c'est des relations constitutives qui sont à connaître dans tous les exercices dans les milieux matériels et qu'il faut appliquer au cas par cas en fonction du type de modélisation. Vous pouvez avoir une autre modélisation à ce niveau-là. C'est en fonction de la modélisation du problème que vous adaptez ces relations physique constitutive du milieu. Donc on en déduit que notre vitesse de phase est égale à 1 sur la racine de epsilon 0 facteur de mu plus ou moins alpha, autrement dit avec les relations précédentes, qui est égale à 1 sur la racine de epsilon 0 epsilon r, mu 0 plus ou moins mu 0 alpha. Bien, on va reconnaître dans la vitesse de phase, effectivement, epsilon 0 mu 0, c'est 1 sur c carré. Donc on peut mettre la vitesse de phase sous la forme donc, qui est égale au rapport de la célérité de la lumière constante, divisé par un radical, qui ce radical fait intervenir les constantes de notre ferrite.
donc la perméabilité, la permittivité relative de la ferrite et la perméabilité relative de la ferrite plus ou moins alpha R. Et c'est donc par identification, on identifiera donc ce terme-là avec l'indice de réfraction du milieu. Et donc l'indice de réfraction du milieu pour la ferrite sera défini comme étant égal à la racine carrée de epsilon R, donc la permittivité relative du milieu, facteur de mu R, perméabilité relative du milieu magnétique, plus ou moins alpha R. Autrement dit, l'indice de réfraction N va être égal à la racine carrée donc de epsilon R, facteur de mu R, plus ou moins alpha R. Donc, si on considère le plus alpha R, on va avoir un indice de réfraction qu'on appellera ND pour D pour droite. Donc NG, pardon, j'ai mis un D, mais c'est un G pour gauche en fait. Et si alpha sera égal à moins alpha R, on aura un indice de réfraction ND, D pour droite. Donc on va pouvoir maintenant en déduire la polarisation donc du milieu. Donc la relation mu moins k carré oméga carré epsilon est égale à moins alpha. Donc va nous donner que moins alpha fois la composante en x du champ magnétique est égale à I alpha fois la composante en y du champ magnétique. Et la relation donc mu moins k carré sur oméga carré epsilon égale plus alpha va nous donner alpha fois la composante en x du champ magnétique est égale à I alpha fois la composante en y du champ magnétique. Donc moins hx est égal à I hy, ça sera la première relation qui nous donnera un certain type de polarisation. Et la deuxième, hy égale I hx pardon, égale I hy qui sera la B. Alors j'introduis ici le vecteur de Jones que je considère comme acquis puisque je l'ai explicité dans mes vidéos de cours en électromagnétisme. Donc dans le premier cas, le vecteur de Jones va pouvoir se mettre sous la forme 1 sur racine de 2, 1 et I pour le vecteur qui va nous déterminer la circularisation. 1 correspond à hx, d'accord. Et donc, puisque si hx vaut 1, donc ce sera le deuxième cas là ici, en fait, hy vaudra i, ok. Donc le cas B, ça sera une circulaire gauche. Et dans le cas A, en posant hx qui est égal à 1, on aura hy qui est égal à moins 1 sur i, donc moins i. Donc ce sera une circulaire droite. Alors à la question D, donc le champ électrique E à l'entrée du milieu Z égale 0 est donné par E en Z égale 0 est égal à EI sur Y, X chapeau, où X chapeau est le vecteur unitaire de l'axe X. On nous demande de déterminer le champ électrique dans le plan Z égale L. Alors on a que vectoriellement le champ électrique en Z égale 0 va être égal à EI exponentielle moins I oméga T, donc moins KZ, le KZ il est nul, il est porté suivant X chapeau. Donc, s'il est porté suivant X chapeau, on peut le mettre sous la forme EI exponentielle moins I oméga T, 1 pour X chapeau, et 0, 0 porté par l'axe des Z, Z égale 0, ok. Alors, c'est Z ou Y? Ok. En fait, on décompose 1, 0, donc on utilise un artefact, on fait intervenir le vecteur I, donc j'ajoute I et je retranche moins I, en fait je fais apparaître une circulaire gauche et une circulaire droite, autrement dit une polarisation rectiligne de notre champ électrique en fait, n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire de deux polarisations circulaires, une gauche et une droite. C'est ce que j'ai écrit. Bon. Également, maintenant, on nous demande donc le champ électrique en Z égale L va donc être égal à EI exponentielle moins I oméga T sur 2, facteur donc de 1I exponentielle I N gauche oméga sur 2, non ça sera oméga sur 2C je crois, L, bon, plus 1 moins I, donc la circulaire droite, facteur d'exponentielle I N D pour l'indice de réfraction à droite, oméga sur CL. Donc, on va inclure effectivement la propagation sur Z égale, pour Z égale L, d'accord. On va l'inclure, en fait, ça veut dire rajouter un exponentiel IKZ, puisque effectivement, exponentielle moins I oméga T moins KZ, donc peut se décomposer comme suit, c'est le produit des deux exponentielles, exponentielle moins I oméga T par exponentielle plus IKZ. Et donc, on va avoir donc notre champ électrique E en Z égale L, et qui est égal à EI sur 2 exponentielle moins I oméga T multiplié par exponentielle I, donc la somme donc des indices de réfraction gauche et droite, la pulsation sur 2 fois la célérité de la lumière fois grand L,
donc facteur de nos deux vecteurs de Jones, donc 1 sur i exponentielle ing moins nd facteur fois oméga sur 2cl plus 1 moins i exponentielle i nd moins ng oméga sur 2cl. Bien. On va donc avoir donc un champ électrique qui a une composante suivant x chapeau. Voilà, c'était y chapeau, j'avais un doute tout à l'heure, mais effectivement là, donc elle est rectiligne suivant x chapeau. Et ici, on a une composante suivant x chapeau et ici suivant y. Bon, bien sûr, E est transverse puisque le vecteur d'onde, il est porté par z. Ok, donc on peut mettre en fait notre champ électrique sous la forme donc EI sur 2 exponentielle moins i oméga t fois exponentielle i nd moins, plus n gauche oméga pulsation sur 2 fois la célérité de la lumière, facteur donc d'un vecteur colonne donc 2 dont la première composante en fait représente à la composante suivant l'axe des x, donc porté par x chapeau, le vecteur unitaire des x, et la deuxième composante va être la composante portée par y chapeau, le vecteur unitaire des y. Donc pour la première composante, on va avoir de l'exponentielle i ng moins nd fois oméga L sur 2c plus exponentielle moins i ng moins nd oméga L sur 2c. Bon, ben on voit déjà qu'on a une décomposition, une formule de l'air. On va faire intervenir un cosinus ici au numérateur. Et au dénominateur, on a, enfin au dénominateur, pour la première coordonnée suivant x chapeau, pour la deuxième coordonnée suivant y chapeau, on a du i exponentielle ing moins nd oméga L sur 2c, moins i exponentielle moins ing moins nd oméga L sur 2c. En mettant i en facteur, on voit qu'on fait intervenir en fait formule de moi, formule de l'air, un sinus. Donc on peut effectivement factoriser, donc comme je l'ai explicité en ces termes-là. On va donc avoir un champ électrique qui va avoir une composante suivant x chapeau, une composante suivant y chapeau, un facteur qu'on met en facteur qui est EI exponentielle moins i oméga t, donc une dépendance temporelle divisée par 2, multiplié par une exponentielle i ng plus ng oméga L sur 2c. Donc on voit bien que ça c'est un facteur de phase exponentielle i-phi, ça n'intervient pas dans le module, mais ça va intervenir dans le déphasage. Donc en fait on peut déjà poser que phi est égal à nd plus ng oméga L sur 2c, d'ailleurs je le pose ici avec θ, en fait voilà, c'est l'angle de déphasage entre les deux polarisations, on va le voir par la suite, il est en train d'arriver. Donc on a effectivement factorisé puisqu'on a vu on a vu qu'on avait du cosinus suivant x chapeau, donc c'est du 2 cosinus ng moins nd oméga L sur 2c, et également suivant y chapeau on fait intervenir, donc on a effectivement du sinus, puisqu'on a du moins exponentielle ing moins nd oméga L sur 2c, moins exponentielle moins ing moins nd oméga L sur 2c sur i. Et ça, c'est le sinus. J'ai un facteur 2 là que j'ai oublié. Ah maintenant, je le rentre effectivement dans le facteur 2 qui est ici, je le rentre dans les composantes en x. Donc en fait, il me reste du cosinus suivant x chapeau. Et je le rentre suivant y. Et donc je fais intervenir, j'ai vraiment l'expression du sinus. Donc on a donc du cosinus ng moins nd oméga L sur 2c suivant x chapeau et du moins sinus ng moins nd oméga L sur 2c suivant y chapeau. Donc en posant effectivement θ égale oméga L sur 2c ng moins nd, on vérifie bien que θ est homogène en fait peut-être à un angle, puisqu'oméga c'est des radians par seconde, c c'est des secondes moins 1, L c'est une unité de longueur et ng moins d sont des indices. Bon. Donc, on a donc l'expression de notre champ électrique qui permet de voir la polarisation dans la ferrite, en fait. Donc, expliquer justement pourquoi la ferrite est un milieu gyrotrope. Eh bien, on vient de mettre notre champ électrique sous la forme, donc en z égale L, pour z égale L, sous la forme EI exponentielle moins i oméga t facteur de fois exponentielle ing moins nd plus ng oméga L sur 2c, facteur d'un cosinus θ et d'un moins sinus θ. Et bien en fait le θ ça représente l'angle d'orientation en fait de notre polarisation rectiligne en z égale L. Et on a θ qui est égal à 0 pour z égale 0, on doit le retrouver d'ailleurs du reste en z égale 0, effectivement en z égale 0, on a une circulaire gauche et une circulaire droite qui est une polarisation rectiligne suivant x chapeau, puisqu'on a du 1, 0. Donc 1, 0 en z égale 0, ça correspond bien à une polarisation rectiligne. Donc on a une polarisation linéaire en z égale 0, et en z égale L, en fait on a notre polarisation linéaire qui a tourné, qui a viré
on va dire d'un angle qui est orienté maintenant d'un angle θ. Donc on parle de milieu gyrotrope car il fait tourner l'état de polarisation. Donc voilà pour cet exercice. J'ai volontairement fait un seul exercice parce que précédemment je faisais deux exercices qui n'étaient pas vraiment très corrélés entre eux dans l'électromagnétisme. Donc là je vais faire vraiment des exercices, je pense que qui vont être, je les fais un par un, au moins vous avez un exercice sur vraiment un thème précis de l'électromagnétisme. Donc voilà pour cette vidéo de propagation d'une onde plane électromagnétique dans une ferrite.